Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Le chantier 6-15 ans est heureux de vous offrir cette conférence transfert de connaissances. Je suis Janie Pinard-Duhem, directrice adjointe à la table éducation Outaouais, et je serai votre facilitatrice pour cet événement de cet après-midi. Cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans la participation active de l'équipe prévention et promotion en milieu scolaire de la direction de santé publique du CIS de l'Outaouais. J'aimerais accueillir Nicolas Proux, agent de planification, programmation et recherche, répondant régional des dossiers écoles en santé et promotion de la santé mentale positive au CIS de l'Outaouais. Nicolas? Bonjour tout le monde. Je vais vous faire une petite présentation. Je voulais que vous ayez le temps de voir mon visage avant de vous mettre une présentation là, devant les yeux. Ça ne sera pas trop long. Donc, je suis content d'être avec vous autres pour vous parler là, du programme hors piste. Moi, je vais juste faire une petite introduction. Vous en avez probablement déjà entendu parler du programme hors piste. C'est un programme qu'on entend de plus en plus parler. Puis, une des raisons là, par rapport à ça, c'est que le 25 janvier dernier, il y a eu un plan d'action interministériel en santé mentale qui couvre la période de 2022 à 2026. J'aimerais bien là, vous présenter les 7 axes et les 43 actions, mais je suis pas là pour ça. En fait, on va se focusser là, sur l'axe 4, qui est un axe là, pour les actions qui sont destinées aux jeunes, à leurs familles, à leurs proches et à leur entourage. J'ai mis en évidence 4 actions qui concernent là, surtout la santé publique. Mais dans ces 4 actions-là, on peut voir le volet 4.3 qui est favoriser le déploiement du programme hors piste. Or, en Outaouais, on avait déjà commencé le déploiement du programme hors piste avant le 25 janvier dernier. Comment ça s'est opérationnalisé? En fait, il faut que vous sachiez au départ que le programme hors piste est accompagné par des personnes qui sont de l'extérieur de notre région. Donc, on a une APPR du 6 Montérégie Centre, puis quelqu'un du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Donc, notre rôle à nous, c'est de faciliter le lien avec ces personnes-là lorsqu'une école est intéressée avec le programme hors piste. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, si l'école le désire, participer au comité hors piste qui va se mettre en place pour pouvoir soutenir la planification des ateliers, faire des liens avec des projets qui existent déjà dans l'école pour s'assurer qu'il y a une cohérence entre les apprentissages et ce qui est promu là, auprès des jeunes. On va offrir des occasions pour réinvestir les savoirs qui sont développés dans le programme hors piste, parce que nous, on garde un contact avec l'école tout au long de l'année. On va proposer, par exemple, des campagnes sociétales, des programmes, des outils complémentaires. Et puis, s'il y a lieu, on va faciliter la concertation avec des partenaires qu'il y a dans la communauté. Également, on peut contribuer là, au moment où il y aura une évaluation des retombées là, du programme. Et puis, finalement, dans notre accompagnement, nous, de notre côté, on fait de l'observation pour retenir comment ça se passe le déroulement du programme hors piste, parce que les années suivantes, nous, on vise à rester des partenaires avec les écoles pour pouvoir les aider dans le déploiement de ce programme-là. Donc, pour conclure, là, au niveau là, de l'Outaouais, je peux vous dire qu'on a dans les écoles secondaires 7 écoles qui sont actives, une école qui a manifesté récemment de l'intérêt et 3 écoles qui ont déjà manifesté de l'intérêt, mais qui ont reporté le déploiement. Donc, c'est un peu ça pour la région de l'Outaouais. Merci, Nicolas. J'aimerais accueillir Marie-Audrey Leblanc, agente de planification, programmation, recherche, porteuse du dossier de la promotion de la santé mentale positive, cette fois-ci au primaire. Oui, bonjour tout le monde. Dans le fond, je voulais juste me présenter très rapidement, simplement pour vous dire que maintenant, nous avons un APPR vraiment dédié aux écoles primaires. Pour déployer tout ce qui est au niveau de la santé mentale positive dans les écoles primaires. Au niveau du programme hors piste, on a pour le moment 3 écoles qui le déploient de façon activement.
On a une école qui serait prévue pour possiblement la fin de l'année. Puis, on a un programme avec 3 maisons de jeunes, dont l'Ado Jeune Saga, puis le Pointe-aux-Jeunes, qui sont en train de trouver des écoles là, pour pouvoir animer hors piste, mais au niveau communautaire. Donc, c'est un petit peu différent, mais il y a quand même une portée qui est quand même assez intéressante par les maisons de jeunes. Fait que voilà. Merci beaucoup, Marie-Audrey, Nicolas. On est maintenant à jour sur la définition de ce qu'est un APPR. Hein? On a vu ça dans le chat pendant que vous parliez avec les présentations. Donc, c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui Mesdames Marie-Lou Hamelin et Joëlle Lepage. Madame Marie-Lou Hamelin est, écoutez bien, agente de planification, programmation et recherche au Programme national de prévention des troubles anxieux, hors piste, à la direction des programmes jeunesse du 6 de la Montérégie-Centre. Je reprends mon souffle. Madame Joëlle Lepage est coordonnatrice du Centre RPC d'expertise universitaire en santé mentale de l'Université de Sherbrooke. Madame Hamelin débutera la conférence, puis Joëlle Lepage prendra la parole. Par la suite, une période de questions suivra. Elle sera animée par M. Proulx, qui a pris la parole précédemment, et Mme Lepage sera là pour répondre à vos questions. Donc, je passe la parole à Marie-Lou et je vous souhaite une excellente conférence. Excellent. Bien, merci beaucoup. En fait, on a inversé ça un petit peu. Donc, c'est Joëlle qui va commencer la présentation pour l'objectif d'aujourd'hui. Bonjour, vous voyez bien mon écran? Ça va, le partage? Ça marche. Oui? OK, parfait. Je vais juste ouvrir le clavardage aussi. N'hésitez pas à poser vos questions. Là, on va essayer d'être vigilant, de les voir au fur et à mesure. Puis, Marie-Lou, tu peux m'interrompre aussi pour embarquer, puis s'il y a des questions que je ne vois pas. Là. Donc, peut-être il y en a qui se demandent c'est quoi le Centre RBC. Peut-être que je peux juste rapidement vous dire. Là, je pense qu'on l'a dans l'objectif de la présentation, puis j'irai après un peu au Centre RBC parce que je vais vous expliquer un peu le contexte dans lequel s'inscrit le programme hors piste, mais dans le fond, on va juste vous parler un peu de l'importance de développer les compétences psychosociales, mais c'est déjà des choses que vous connaissez. Là, on va essayer de passer un petit peu sur pourquoi pourquoi le programme hors piste vise le développement des compétences psychosociales pour prévenir les troubles anxieux. On va vous décrire un peu concrètement c'est quoi le programme hors piste au primaire, c'est quoi le programme hors piste au secondaire. Vous présenter certains résultats de recherche aussi, là, surtout au secondaire, parce qu'au primaire, je vous l'expliquerai, mais c'est un programme qui est un peu plus jeune, donc on est à notre première année d'évaluation. Puis on va vous parler de notre rôle respectif là, à moi et Marie-Lou dans le déploiement là, du programme hors piste, le rôle de nos équipes aussi. Donc, juste pour vous mettre un peu en contexte, le Centre RBC, on est rattaché à l'Université de Sherbrooke. Donc, on est comme un centre de recherche, mais on a un mandat un peu différent des centres traditionnels de recherche parce qu'on n'a pas comme mandat premier de faire de la recherche. Donc, le programme hors piste, à la base, ce n'est pas un projet de recherche, c'est vraiment un projet qui est parti des besoins qui ont été exprimés par des centaines d'acteurs qui nous disaient il faut faire quelque chose pour adresser l'anxiété chez les jeunes. Puis la façon qu'on travaille, c'est comme ça dans tous nos projets, mais ça a été comme ça pour l'élaboration du programme hors piste, c'est nous, on arrive avec les chercheurs, avec les bonnes pratiques, on développe des recensions, des écrits, des modèles explicatifs, tout ça pour vraiment que ce soit appuyé sur la littérature, mais on s'allie avec les gens terrain, puis on co-construit avec eux qu'est-ce qui devrait être mis en place pour venir répondre à ce besoin-là. Puis c'est vraiment comme ça qu'il y a une première version du programme hors piste, là, il y a 5 ans, qui a été élaborée en co-construction avec les milieux. Puis à chaque année, on implante le programme, mais on recueille tous les commentaires des milieux qui les implantent pour venir bonifier notre version. Donc, c'est vraiment un travail d'itération avec les milieux de pratique pour en arriver à une version qui est satisfaisante. Donc, au secondaire, on a fait ce travail-là pendant 5 ans, donc avec les rétroactions des milieux, puis avec une évaluation aussi qu'on vient rajouter là, pour vraiment statuer sur les impacts de l'implantation puis les effets du programme. Donc, on met en place tout ça. On a revu le programme pendant 5 ans, puis maintenant, on est à une version qui est plus mature, qui est la version 5.0 qu'on appelle, puis qui est implantée plus largement.
Puis dans le fond, l'équipe de Marie-Lou là, est vraiment responsable du déploiement de ce programme-là au secondaire. Nous, on continue de l'évaluer, même si ça fait quand même, là, on est à notre 4e année d'évaluation du programme au secondaire, mais on reste impliqué dans l'évaluation. Au primaire, le programme est plus jeune. On est à notre 2e année d'implantation cette année. Donc, l'année passée, on a fait une première version. Il y a une 30aine d'écoles qui l'ont implanté. On l'a revu, on a fait une 2e version. Puis cette année, il y a une 100aine d'écoles qui sont en implantation au Québec, qui nous donnent leur rétroaction. Donc, on est en train de produire une 3e version là, pour septembre prochain. Puis, on est à notre première année d'évaluation du programme au primaire. Donc, on n'a pas tout à fait encore, on a certaines données au niveau du portrait. Là, on est allé chercher des données auprès des élèves, puis on a produit un petit portrait, mais on n'a pas encore les données sur l'effet du programme. Là, on les attend dans les prochains mois. Donc, on parle beaucoup, hein, puis tu sais, vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps, moi et Marie-Lou, on a décidé d'enlever les statistiques sur l'anxiété parce que je suis certaine que vous êtes déjà bien sensibilisés à cette problématique-là. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les milieux, puis qu'on parle beaucoup. Mais parfois, on parle un peu moins de pourquoi développer les compétences psychosociales. Puis pourtant, l'Organisation mondiale de la santé, elle nous dit depuis plus de 30 ans, elle nomme l'importance de développer les compétences psychosociales. Puis malheureusement, au Québec, on est très en retard comparé à d'autres pays, tu sais, qui ont mis vraiment ça, qui ont intégré ça dans leur programme. Ici, on est un peu en retard. Puis le Conseil supérieur de l'éducation a remis ça à l'avant-plan encore dans les dernières années. Fait qu'on voit qu'il y a comme un vent de changement puis un mouvement pour aller dans ce sens-là, puis vraiment partir de la base avec nos jeunes, développer avec eux leurs compétences. Puis dans le fond, la mécanique du programme hors piste, ça vise vraiment la prévention des troubles anxieux. Mais pour ça, vu qu'on veut agir en prévention universelle, on vient développer, soutenir le développement des compétences psychosociales chez les élèves. Fait que les compétences psychosociales, on va vous les présenter, mais ça vient agir sur le développement, ça vient prévenir le développement des troubles anxieux, mais ça vient aussi agir sur le développement de d'autres troubles d'adaptation. Parce que si on travaille la gestion du stress, la gestion des émotions, mais aussi toute la connaissance de soi, comment on se sent bien, comment on s'affirme, on vient aussi prévenir d'autres troubles d'adaptation. Les compétences, on vous les a mis, c'est un regroupement des compétences qui sont travaillées au primaire et au secondaire. C'est très semblable, hein, on est dans les mêmes... Puis on s'est arrimé quand même, vous connaissez là, le référent équipe, là, probablement plusieurs d'entre vous devez travailler avec, mais on s'est arrimé vraiment au référent équipe pour que quand une école implante le programme hors piste, ben, ce soit une façon pour l'école aussi de déployer le référent équipe et que ce ne soit pas deux choses là, complètement différentes. On s'est aussi arrimé avec le PFEQ parce qu'on a ciblé dans nos ateliers quelles compétences transversales du PFEQ et travaillé quand on anime ces ateliers-là. On a fait d'autres liens aussi avec certaines matières là, en éducation physique, en ECR, là, j'oublie tout le temps le nom, mais donc, on a fait ces liens-là pour voir ben, quand un enseignant, par exemple, d'éducation physique vient travailler sur les saines habitudes de vie, ben, peut-être qu'il y a un atelier hors piste qu'il peut utiliser pour ce travail-là. Donc, on essaie de faire ces liens-là avec le PFEQ aussi. Donc, les compétences qui sont développées, là, il y a vraiment tout au niveau de la connaissance de soi, comment on connaît nos forces, nos limites, comment on peut les exploiter. Toute la demande d'aide, hein, il y a des petits cocos qui nous demandent beaucoup trop vite de l'aide, d'autres qui n'en demandent pas assez, qui en demandent pas du tout. Donc, quand est-ce qu'on demande de l'aide, à qui, comment on travaille ça? Tout, évidemment, là, composer avec le stress, apprendre des moyens pour s'apaiser, c'est quand même au cœur du programme. La bienveillance, faire preuve d'esprit critique, s'affirmer, comment on fait face aux pressions des pairs, comment on se positionne. Utiliser des comportements prosociaux, là-dedans, on rentre toute la gestion des conflits, on rentre la communication positive, on rentre l'impact de nos gestes sur les autres, la régulation des émotions, évidemment, les habitudes de vie. Puis on essaie d'aller, les habitudes de vie, souvent, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, on en entend quand même beaucoup parler dans les milieux scolaires. On essaie d'aller un petit peu plus loin en disant, mais il y a plein d'autres stratégies qu'on peut mettre en place dans notre vie pour se faire du bien. Donc, on essaie de leur en faire découvrir de ces moyens-là aussi. La communication et la résolution des problèmes aussi qui est abordée là, dans les compétences. Je vois des questions. Je ne sais pas si j'ai passé à côté des questions ou ça va. Ça va pour l'instant.
Excellent. Donc, est-ce que vous m'entendez en double? Vous m'entendez bien? Okay. Moi, je m'entends. OK. Donc, super. Bien, ici, qu'est-ce que hors-piste? Donc, en fait, c'est un peu pour illustrer le nom. Pourquoi avoir choisi ce nom-là? Donc, c'est un petit peu à l'image d'une montagne. Hein. Imaginez-vous, soit en ski ou même tout simplement en randonnée. Donc, il y a le grand chemin, hein, le chemin un petit peu plus facile, le chemin connu, le chemin qu'il y a plus de gens qui empruntent. Puis après ça, on a les chemins hors-piste, si on veut, qui sont de niveau de difficulté un petit peu plus élevé, si on pense au sous-bois en ski. Donc, tout faire du hors-piste, sortir un petit peu de sa zone de confort, niveau de difficulté un petit peu plus élevé. En fait, ce qu'on veut illustrer par là, c'est que souvent le grand chemin, là, les jeunes et même les adultes qui ont des tendances à être anxieux vont refaire souvent les mêmes choses, vont refaire ce qui est confortable de faire et des fois, ça peut même entraîner qu'ils vont éviter de faire des choses nouvelles. Par exemple, un jeune, à l'école, va toujours s'asseoir à la même place à la cafétéria ou dans sa classe, toujours parler au même cercle d'amis, ne jamais lever la main quand il y a une question en classe. Bref, toutes sortes de choses qu'il va utiliser, tu vas toujours faire pareil. Et ce qu'on veut dans hors-piste, c'est justement, essaye le hors-piste, essaye les choses différentes, mets-toi au défi, développe tes compétences, puis tu vas découvrir des choses vraiment intéressantes sur toi. Tu vas avoir élargi ta zone de confort. C'est un petit peu dans l'esprit là, du nom hors-piste. Maintenant, ce que je vous présente, ça va être la pyramide hors-piste vraiment en un coup d'œil. Donc, la pyramide d'intervention qui va vraiment représenter, là, en gros, tout ce qui est le programme. Donc, si j'attire votre attention vers vraiment tout ce qui est dans le bas du diaporama, le petit carré vert pâle, le préscolaire primaire, c'est tout le programme au niveau maternel 4 ans jusqu'à 6e année. Joël va vous le présenter là, un petit peu plus tard dans la présentation. Puis, à l'autre extrémité, on a le carré noir, hein, qui est tout ce qui est postsecondaire, donc cégep, université. Prochainement, école aux adultes aussi va faire partie là, de tout ce qui est postsecondaire. C'est des programmes qui sont en ce moment en pleine construction aussi. Donc, il y a déjà des choses, il y a déjà des universités notamment qui sont accompagnées dans ça, mais c'est vraiment en développement. Tout au niveau de la pyramide bleue maintenant, c'est pour nos adolescents. Donc, si on va vraiment dans le bas de la pyramide où on est en prévention universelle, là, ce que vous allez voir, c'est qu'évidemment, là, on part du préscolaire, on finit au postsecondaire. Le but, c'est vraiment que le programme hors-piste suit un jeune tout au long de sa scolarité académique, là, qu'on part de très, très jeune jusqu'à plus vieux. Puis au niveau du secondaire, comment ça se décline, là, tout ce programme-là? Au niveau du premier cycle, donc les secondaires 1 et 2, on a 10 ateliers de prévention universelle, donc qui sont donnés à même les classes, là. Et ça peut être animé par justement les membres enseignants de l'école, des intervenants. Ça peut même être animé justement par des organismes communautaires qui vont venir dans les milieux scolaires animer le programme auprès des jeunes. Une approche super intéressante là, niveau réseau là, puis organisme de la région. Donc, voilà, normalement, on fait 5 ateliers en secondaire 1, 5 ateliers en secondaire 2. Et tout au niveau du deuxième cycle secondaire, il y a aussi du réinvestissement là, de tous les concepts qui est proposé là, pour nos secondaires 3, 4, 5. J'attire votre attention un peu sur le dessus de la pyramide, hein, qui est tout au niveau de l'intervention, parce que oui, il y a un programme qui est la prévention universelle, mais pour certains jeunes, pour qui l'anxiété, ça va être vraiment une problématique, ça ne sera pas nécessairement suffisant d'aller intervenir à même les groupes classes. Et c'est là que le programme d'intervention prend tout son sens, parce que c'est un programme qu'on va faire en sous-groupe de jeunes qui sont plus à risque au niveau de l'anxiété. Et donc là, vous voyez soit intervention précoce ou intervention spécifique. C'est relativement le même programme. Il y en a un qui est un petit peu plus long là, en termes de durée d'atelier. En fait, ça va dépendre où ce qu'il est donné. Donc, l'intervention précoce est donnée à même les milieux scolaires et l'intervention spécifique va être donnée dans les CIS et CIUS, là, finalement, par les intervenants. Souvent, c'est les jeunes qui vont être sur les listes d'attente pour recevoir des services justement en direction de la jeunesse. Donc, ça peut être utilisé de cette façon-là aussi. Donc, c'est un programme qui est gratuit, évidemment, des ateliers, tout est clé en main. Dans le but de la présentation aujourd'hui, c'est moi qui va commencer. On commence par le secondaire parce que je dois quitter là, vers 3h30. Justement, j'anime un groupe d'intervention hors-piste ce soir avec des jeunes. On est vraiment dans le même concept. Et donc, c'est ça, mes jeunes vont m'attendre sinon pour mon groupe. Donc,
Hors piste, le programme au secondaire, Nicolas l'a super bien dit tout à l'heure, l'Outaouais, là, il y a un gros engouement des écoles cette année qui déploient hors piste au niveau de la prévention universelle aussi beaucoup dans les écoles secondaires. Il y a 10 ateliers. Les thèmes des ateliers, stress, anxiété, émotion, comparaison sociale, pression sociale, estime de soi, la bienveillance, communication, comportements prosociaux et l'esprit critique via les médias sociaux. J'attire votre attention sur, oui, on est un programme de prévention des troubles anxieux. Par contre, vous voyez dans les termes suivants, il y en a très peu qu'on parle de stress et d'anxiété. C'est seulement les 2 premiers. Tout le reste, c'est vraiment plus axé sur les compétences psychosociales. Fait qu'on vient vraiment toucher à très, très, très large. On vient ratisser large et c'est ça que toutes les données finalement de recherche conseillent de faire là, au niveau de l'anxiété. Là. Donc, lorsqu'on disait clé en main, ici, je trouve ça toujours intéressant de montrer un peu le contenu, là, si vous êtes futur animateur ou si vous avez envie de partager justement le programme aux autres, ben, c'est de dire que tout est clé en main dans le sens les compétences sont indiquées. Ça, c'est une photo là, d'un guide d'intervention. Et c'est vraiment comme un guide de recettes. Donc, l'animateur qui va aller en classe animer le programme, il a vraiment écrit mot à mot qu'est-ce qu'il va pouvoir dire. Le but de ça, c'est vraiment que l'animateur arrive en classe puis qu'il vienne à la rencontre un peu de son groupe. Il vienne échanger avec les jeunes. Il y a beaucoup de discussions. C'est super actif, le programme hors piste. Et c'est justement qu'ils vivent une belle expérience comme animateur. Fait que de là où tout est simplifié là, dans le guide d'animation pour lui. Il y a des capsules vidéo aussi qu'on présente aux jeunes, que les jeunes adorent, qui ont été filmées cet été notamment. Donc, qui va résumer les grands concepts là, des ateliers. On a tout aussi un matériel de réinvestissement, ce qui est super pertinent parce que pour chacun des ateliers, on a créé des fiches, comme vous voyez à l'écran, qui vont tout résumer, si on veut, les concepts. Donc, après ça, là, on peut ratisser large, on peut aller chercher les parents avec des courriels parents où on va leur montrer ces fiches-là. On va impliquer, on va mettre les enseignants dans le coup, là, justement, dans vos écoles, de dire, ben on peut l'afficher dans la classe. On peut donner une copie aux jeunes. Le but, c'est que plus on réinvestit les concepts, encore une fois, pour un jeune, plus ça va faire de sens. Puis après ça, il va être en mesure d'utiliser ces stratégies-là s'il vit du stress, de l'anxiété. C'est utilisé finalement en guise de rappel, si on veut, par rapport à ça. Il y a toutes des activités complémentaires aussi qu'on peut faire. Là, le site, justement, hors piste, je vais le mettre dans le chat là, avant de quitter, regorge d'outils, d'ateliers, d'activités à faire avec les jeunes, réinvestir. C'est vraiment intéressant. Maintenant, concernant l'évaluation du programme, toujours au niveau secondaire, on est toujours dans la prévention universelle. Ce qu'on vous présente à l'écran en ce moment, c'est les données qu'on a eues en 2020-2021. Fait que c'est en plein durant la pandémie, les données de l'année passée qu'on a évaluées. Une des façons d'évaluer le programme, c'est de passer des questionnaires aux jeunes. Donc, il va y avoir un questionnaire qui va être passé avant l'exposition aux ateliers et un post-test, donc après l'exposition aux ateliers. Et c'est une des façons de voir justement à quel niveau ça vient changer là, après avoir reçu des ateliers pour les jeunes. Ce qu'on remarque, c'est justement, durant 2020-2021, il y a eu 1202 jeunes qui ont rempli ces questionnaires-là dans 10 écoles à travers le Québec. Et, juste pour vous donner une idée de grandeur, là, l'année 2019-2020, il y avait plus que le double, finalement, des jeunes qui ont participé à ça. Sur que l'année COVID était un petit peu plus difficile pour aller chercher les milieux, là. Ce qu'on remarque, par contre, les 2 années, c'est souvent la même chose. Il y a une diminution significative des symptômes pour les jeunes liés à l'anxiété généralisée, l'anxiété de séparation, troubles paniques, troubles obsessionnels compulsifs et troubles de stress post-trauma. Et je dis bien, c'est les symptômes liés à ces grandes catégories-là, hein. Et donc, ça a vraiment des effets quand on offre le programme hors piste. Et c'est ça la majeure différence entre le programme hors piste ou les programmes maison qui sont souvent excellents. Mais là, avec le programme hors piste, on a une recherche qui est associée. Fait qu'on sait que quand on donne les ateliers, il y a vraiment des résultats par la suite là, pour nos jeunes dans les écoles. On observe également aussi, suite à ces tests-là, des diminutions de l'anxiété liée aux tests, du perfectionnisme, de l'intolérance à l'incertitude, l'attitude négative face aux problèmes, l'évitement cognitif et l'impact d'anxiété sur les activités scolaires.
Donc, voici quelques résultats. Et si vous voulez davantage d'informations par rapport à toute l'évaluation du programme, on vous a écrit le site ici. Notre diaporama va également vous être envoyé, fait que vous pourrez aller voir, aller chercher plus d'informations là, par rapport à tous les rapports là, par rapport à hors-piste. Donc, voilà. Ici, c'est tout simplement une fiche là, pour expliquer que il y a quelque chose au niveau du deuxième cycle qui se fait là, pour nos secondaires 3, 4, 5. Des belles activités qui sont encore une fois clés en main, certaines. D'autres, c'est un petit peu plus selon le besoin de l'école. Donc, encore là, une fois, comment c'est intéressant d'impliquer les organismes communautaires. Il y a des choses qui vont se faire. Par exemple, durant la semaine de la santé mentale positive à l'école, est-ce qu'on peut monter des kiosques avec les jeunes sur des bonnes habitudes de vie, justement? Ça peut être une activité milieu, des activités en nature aussi. Fait que c'est beaucoup de fiches de types d'ateliers que l'école peut venir réinvestir là, pour les plus vieux dans le milieu scolaire. Donc, c'est vraiment là, ça, dans notre accompagnement, ça fait également partie de notre rôle. Là. Quand on accompagne une école, on vient proposer ça là, au niveau du deuxième cycle, quand l'école a fait le premier cycle, souvent. Et au niveau du volet, donc, intervention précoce, d'ailleurs, c'est ça le groupe que j'anime ce soir. En fait, ici, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a des jeunes qui sont plus à risque au niveau de l'anxiété ou qui sont déjà très, très anxieux. Et là, on va impliquer les parents dans ce volet-là, intervention. Le volet intervention précoce, oui, peut se donner en milieu scolaire, également en 6-6. Il doit être donné, par contre, par des intervenants en relation d'aide. Donc, contrairement au volet 1, qui est vraiment de la prévention, où là, tout le monde peut s'impliquer, là, ça prend vraiment une formation comme intervenant pour pouvoir le donner. Et on va vraiment venir travailler avec les jeunes. On a 10 rencontres, 10 ateliers de groupe où on va venir vraiment travailler justement toutes les cognitions, les pensées. On va essayer de les rendre plus positives justement par rapport aux pensées catastrophes, des fois avec l'anxiété et ainsi de suite. Toutes les habitudes de vie, encore une fois, les émotions. Bref, on vient vraiment rentrer dans les concepts pour venir intervenir avec nos jeunes. Et qu'est-ce qui est intéressant de ça, c'est qu'il y a également des résultats préliminaires là, de ce volet 2-là. Et ce qu'on remarque chez les jeunes, c'est qu'il y a une meilleure gestion du stress notamment, meilleure compréhension de leur anxiété, puis il y a une diminution de l'intensité de la fréquence des événements anxiogènes. Ce qu'on remarque, c'est quand on finit un groupe avec les jeunes, il y a peu de références là, qui doivent être poursuivies pour des services qui suivent pour nos jeunes. Fait que normalement, ça vient vraiment répondre à un besoin en termes d'anxiété. Et chez les parents, dans le groupe parents, ce qu'on remarque après avoir suivi le groupe, c'est qu'il y a une meilleure communication parents-adolescents, une meilleure compréhension du vécu du jeune, puis des stratégies d'évitement, des fois que le parent a pu faire ou que le jeune a pu faire là, pour justement venir apaiser l'anxiété à court terme. Puis finalement, je vais vous quitter sur cette diapo-là, un peu notre rôle comme équipe de soutien. Moi, puis justement, Nicolas Proulx, là, à Santé publique, on travaille vraiment ensemble au niveau de l'Outaouais parce que chaque nouvelle école, puis si vous avez envie, justement, comme école ou comme organisme communautaire, d'aller animer dans les écoles, vous pouvez soit me faire signe à moi, soit utiliser l'adresse là, qui figure ici, ou soit à Nicolas. Puis on va vraiment vous accompagner, regarder vraiment votre besoin. Des fois, les écoles nous disent « Ah oui, on aimerait tout faire. » Ouais, c'est peut-être pas réaliste avec le nombre d'intervenants que vous avez pour la première année, tu sais, ou ainsi de suite. Fait qu'on va venir vraiment s'organiser pour accompagner les acteurs du milieu scolaire pour vraiment qu'il y ait, surtout la première année, je dirais qu'on fait un accompagnement pour qu'il y ait une belle expérience avec ça, qu'il ait envie de reconduire le programme pour les années qui suivent. Fait qu'on vient vraiment tout donner, tout l'aspect formation aussi, parce qu'il y a une formation qui est clé en main qui vient avec ça. Former les intervenants. Nous, on les a donné les ateliers, on les donne encore. Donc, on est vraiment là pour outiller tant au niveau clinique qu'au niveau de l'implantation carrément là, du programme. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On est toujours bien content d'avoir des nouvelles écoles, des nouveaux milieux. Merci à tous. Beaucoup, Marie-Lou. Bon atelier ce soir. Merci, Marie-Lou. Je vais poursuivre avec le primaire. Dans le fond, au primaire, puis c'est la même chose au secondaire, là, on vise vraiment à avoir une approche qui est globale, c'est-à-dire que oui, on veut développer les compétences psychosociales chez les élèves, mais on veut aussi avoir un impact sur
leur milieu de vie. C'est vrai pour les petits, c'est vrai pour les plus grands aussi. Donc, au primaire, on a vraiment 3 volets. Mais ce que je vais vous dire pour le volet équipe-école peut s'appliquer aussi pour les écoles secondaires. C'est le même matériel qu'on adapte un peu avec des exemples. Mais donc, il y a un volet élève, un volet parent, puis un volet équipe-école. Dans le volet élève, au primaire, on a des ateliers de la maternelle 4 ans jusqu'à la 6e année. La raison pour laquelle on l'a fait de cette façon-là sur l'ensemble des niveaux, c'est que les écoles nous nommaient beaucoup le fait qu'ils ont déjà plein d'affaires souvent qui se font dans les écoles, mais ils disaient on a besoin de quelque chose qui va assurer une continuité puis une cohérence dans nos actions. Parce que là, on travaille quelque chose au préscolaire d'une façon, puis là, on change de vocabulaire, on change de visuel en première année, puis après ça, il y a comme de la discontinuité. C'est pour ça qu'on l'a fait sur l'ensemble de l'école. Ceci dit, ce n'est pas toutes les écoles qui vont choisir de l'implanter sur l'ensemble de l'école. Puis souvent, il va y avoir comme un modèle progressif. Donc, certaines écoles vont dire, nous, on va commencer au préscolaire, par exemple, premier cycle, puis éventuellement, graduellement, on va l'augmenter sur toute l'école. Ou on a une problématique particulière avec les 6e années, puis on veut travailler la transition au secondaire, on va commencer par là, puis on va descendre. Donc, il y a différentes façons de l'implanter, puis c'est vraiment notre rôle de vous accompagner dans ces réflexions-là. Donc, il y a 5 ateliers par niveau scolaire. C'est des ateliers d'environ une 40aine de minutes qui peuvent être animés par les enseignants, mais le modèle est différent d'une école à l'autre. Donc, il y a certaines écoles où c'est juste les enseignants qui animent. Il y a d'autres écoles où c'est juste un intervenant, psychoéducateur, TES souvent. Puis, il y a des écoles où ils nous disent c'est une responsabilité partagée. Donc, certains ateliers sont animés par l'enseignant titulaire, d'autres par la TES qui vient l'animer en classe, d'autres par l'enseignant en éducation physique qui dit moi, ça répond à mes objectifs parce qu'on parle de saines habitudes de vie ou de gestion de stress, fait que moi, je vais animer cet atelier-là. Donc, il y a différentes possibilités. Ça peut être en animation seule, en co-animation. C'est encore des discussions qu'on a avec les écoles pour s'assurer que le modèle qu'ils choisissent réponde bien à leurs besoins, puis en tenant compte de leurs ressources. Parce qu'entre une petite école de 50 élèves et une école de 800 élèves, ça ne peut pas être le même modèle d'implantation. On a aussi des ateliers complémentaires de pleine conscience, puis un atelier sur les bienfaits de la nature là, que les écoles peuvent utiliser s'ils le désirent là, comme un atelier de plus. Puis, un peu comme au secondaire, là, chaque atelier, il y a vraiment une fiche d'animation qui décrit très bien là, tout ce qu'il y a à mettre en place. Il y a des fiches à imprimer pour les élèves aussi pour avoir un repère visuel, parce que plus ils sont petits, plus on a besoin de visuel. Il y a un PowerPoint aussi, une présentation, là, un diaporama avec des images, puis tout ça pour appuyer ce qu'on dit. Et puis, il y a des affiches aussi pour la classe pour faciliter le réinvestissement. Dans chacun des ateliers, il y a aussi des pistes de réinvestissement pour les enseignants. Comment on peut, entre les ateliers, réinvestir les apprentissages? Il y a des suggestions d'albums jeunesse aussi en lien avec ces thèmes-là. Au primaire, on a 2 personnages qui arrivent tout petits en maternelle 4 ans puis qui grandissent puis qui sont là dans tous les ateliers. Puis dernièrement, là, on est en train justement d'aller faire des entrevues avec les petits à maternelle. Puis tu sais, ce qu'ils retiennent, là, ça passe beaucoup par les personnages. Donc, à chaque atelier, on débute l'atelier avec les aventures de Léo et Charlie, qui se rendent au camp hors-piste à chaque année, puis qui vivent toutes sortes d'aventures. Puis c'est à travers ces aventures-là qu'on introduit le thème de l'atelier. Donc, les enfants sont capables de retenir « quand Léo est allé faire de l'escalade, puis il avait peur de monter, il fallait qu'il demande de l'aide. On a parlé de la demande d'aide. » Donc, c'est plus facile après ça de réinvestir les apprentissages. C'est comme si ça fait un ancrage. Donc, sont là, sont très présents dans le programme au primaire. Puis c'est sûr que tous les ateliers, comme au secondaire, l'objectif, c'est pas de donner du contenu aux élèves. L'objectif, c'est vraiment de leur faire vivre quelque chose. Donc, ils sont en interaction, ils font un atelier qui bouge, puis après ça, on fait émerger les apprentissages de ce qu'ils ont vécu, là. Pour le volet parents, on a différentes choses, là. À chacun des ateliers en classe, il y a une fiche qui est envoyée aux parents. Sur cette fiche-là, on dit très rapidement là, ce qui a été vu en classe, une phrase. Et l'objectif, c'est davantage il y a un petit saviez-vous que. Donc, on veut transmettre des messages aux parents. Pourquoi c'est important de nommer les qualités à son enfant, par exemple? Puis après ça, il y a un petit à vous de jouer qui est comment à la maison vous pouvez faire comme parent pour investir ces apprentissages-là.
On a un atelier sur le stress et l'anxiété aussi qu'on offre aux parents. Donc, il y a différentes dates. Là, les parents peuvent s'inscrire à ces ateliers-là. Puis là, on les accompagne dans comment on comprend le stress et l'anxiété. Puis à la maison, concrètement, comme parent, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour diminuer ou prévenir l'anxiété de mon enfant? Il y en a un ce soir, d'ailleurs, si jamais. Donc, c'est à une fréquence de à peu près une fois par mois et demi. Puis, on a aussi enregistré le contenu de cet atelier-là sous forme de capsule web. Donc, les parents qui ne peuvent pas être là à l'atelier interactif, bien, ils peuvent au moins avoir le contenu sous forme de capsule web que l'école envoie à une fréquence X. Puis, on a des petites fiches synthèse aussi qui reprennent les principaux concepts pour les parents. Puis, le volet équipe école, bien, il y a la même chose. Il y a un atelier sur le stress et l'anxiété, mais pour les membres de l'équipe école. Puis là, bien, quand le service de garde est impliqué, c'est sûr que l'objectif, c'est quand on a parlé de ça avec les élèves, on a parlé de ça avec les parents, on parle de ça avec les enseignants, le service de garde, bien, après ça, quand on a un élève qui vit de l'anxiété, on parle tout le monde le même langage, puis on a un peu tout le monde la même compréhension. Fait que c'est vraiment pour assurer une cohérence. Donc, il y a cet atelier-là. Il y en a un aussi sur la pleine conscience pour les enseignants qui aimeraient en faire plus, parce que la pleine conscience, ça fait partie des approches qui sont utilisées dans le programme. Donc, ils en font déjà dans le cadre des ateliers, mais on avait beaucoup de demandes. Moi, j'aimerais en faire plus. Donc, on a une formation pour les enseignants qui aimeraient en faire plus. Puis, on a un atelier aussi sur le bien-être des membres du personnel scolaire. On sait que dans les dernières années, ça a été des années pas faciles. Donc, comment ils peuvent identifier, bien, c'est quoi leur facteur de bien-être, c'est quoi leur facteur de stress, puis comment ils peuvent mettre en place un plan d'action concret pour s'assurer de mettre de l'avant leur facteur de bien-être et essayer d'atténuer l'impact de leur facteur de stress. Puis, on a une petite fiche synthèse aussi qui reprend les principaux concepts. Après ça, ben, notre rôle, c'est vraiment le même rôle que Marie-Lou nommait. C'est juste qu'au secondaire, c'est vraiment le déploiement, l'accompagnement des écoles et c'est l'équipe de Marie-Lou qui le font. Vu que le programme au primaire est plus jeune, ben, c'est encore sous notre responsabilité au Centre RBC. Donc, on a vraiment le mandat d'accompagner les écoles dans l'implantation, c'est-à-dire réfléchir avec eux à c'est quoi la meilleure façon de déployer ce programme-là dans leur école en fonction de ce qu'il y a déjà en place, en fonction des ressources qu'ils ont, en fonction des besoins qu'ils ont, pour faire les bons choix, puis pour s'assurer de mettre en place des stratégies qui vont pérenniser cette implantation-là. Parce que trop souvent, on implante des choses, puis finalement, ça ne tient pas, c'est porté par une personne, la personne part, donc ça tombe à l'eau. Donc, on essaie vraiment de réfléchir plus à long terme pour dire, bien, si on implante quelque chose, on va le faire de la bonne façon pour que ça se maintienne. Puis on peut vous apporter toute l'expérience des autres écoles qui ont essayé plein d'affaires. Donc, on peut essayer de vous faire bénéficier aussi de l'expérience des autres écoles. Donc, quand une école est intéressée là, à implanter le programme hors-piste, ça passe par moi, là, les demandes, les nouvelles demandes. Puis moi, j'explore le processus après ça là, pour que l'école, je les piste dans les prochaines étapes. C'est un membre de mon équipe là, qui va les accompagner. Il y a, comme je vous dis, un volet recherche qui est en cours pour évaluer aussi les impacts du programme au primaire. Donc, on a des petites données préliminaires, là, mais là, on attend vraiment les effets là, chez les élèves de 2e, 3e cycle parce qu'ils complètent des questionnaires. Donc, chez les petits, on ne peut pas le faire de cette façon-là, mais chez les plus petits, on y va avec des entrevues de groupe. Là, donc, on commence aussi à faire des entrevues auprès des petits, on fait des entrevues auprès des enseignants. On a des sondages auprès des parents, des enseignants. Donc, on a différents moyens. Là, on fait des bilans aussi avec chacune des écoles. Donc, on a différents moyens qui nous permettent d'aller mesurer les effets là, du programme. Marie-Lou m'a parlé, là, on a vraiment un site web sur lequel tout se retrouve. Donc, vous l'avez, l'adresse, elle est ici. Celui-là, c'est l'adresse au secondaire, mais vous allez voir, il y a 3 onglets, là, donc c'est facile de trouver le primaire aussi. C'est le même site web. Je pense que... Puis, je vous laisse sur une petite infographie qui reprend les principaux éléments que j'ai discutés aujourd'hui. En quoi le programme hors-piste se distingue de d'autres programmes. Donc, je ne passerai pas à travers tous les bulles là, avec vous. C'est plus un rappel de qu'est-ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Mais vous aurez un peu là, ce qui distingue le programme hors-piste. Si vous avez des questions aussi, là, on va avoir du temps pour y répondre.
peut-être juste vous expliquer ces petits liens-là, la boîte à outils du Centre RBC. Au Centre RBC, on travaille sur le programme Orpis, mais on travaille sur plein d'autres projets. Puis on essaie de rassembler au même endroit tous les outils qu'on développe. Donc, c'est le lien vers notre coffre à outils, là, si vous voulez aller explorer. Tous les outils sont gratuits. Le lien vers notre page Facebook, la page Facebook du Centre RBC aussi, on essaie de diffuser de l'information en lien avec la santé mentale des jeunes. Puis, le lien vers le programme Orpis, c'est ici, là, où ce que vous allez retrouver primaire, secondaire et post-secondaire. Je vais départager mon écran, puis à vous la parole pour des questions. Donc, Joël, il y a une question par rapport à Léo et Charlie, qui sont des personnages très actifs et en forme. Comment les élèves avec des handicaps peuvent s'identifier là, à ce modèle-là? C'est vraiment une bonne question. Il n'y a jamais personne qui avait pointé ça. On est en train de travailler aussi sur une adaptation pour le sécuriser culturellement auprès des Premières Nations. Puis on a ce même enjeu-là où on a comme créé d'autres personnages, qui n'est pas blondinette, là, parce qu'ils s'identifiaient moins. Puis on l'a pas eu, cette question-là. Fait que c'est une bonne question. En ce moment, ce qu'on est en train de faire, puis peut-être que ça ressortira à ce moment-là. On est en train, il y a des écoles qui l'implantent dans les classes, dans toutes sortes de classes d'adaptation, là, donc différents, autant troubles d'apprentissage, troubles de comportement, déficiences multiples, etc., qui l'implantent puis qui vont nous donner leur rétroaction sur comment ça s'est passé, c'est quoi les adaptations, puis peut-être qu'on va voir que c'est quelque chose qui ressort, parce qu'effectivement, c'est un très bon point. Puis ils sont dans toutes sortes d'aventures sportives, fait que c'est un très bon point qu'on n'a vraiment pas considéré. Merci de la question. D'autres questions? Oui. Il y a une question, main ouverte. Main levée, pardon, de Julie Sylvestre. Oui, bonjour Joël, merci et Nicolas et Marie-Audrey pour la présentation. Moi, je voulais savoir, j'étais dans le volet scolaire, je suis conseillère promo santé à la santé publique. J'étais antérieurement rattachée aux écoles secondaires et là, j'ai bifurqué vers le communautaire et j'aimerais voir l'idée en ce qui a trait à l'implanter dans les maisons de jeunes, les organismes communautaires pour qu'il y ait une suite dans... Exemple, là, moi, j'ai 2 tables de concertation où il y a des écoles secondaires où je sais que c'est implanté et actif et je voudrais rejoindre soit des maisons de jeunes, soit d'autres organisations communautaires. Alors, est-ce qu'il existe une présentation spécifique que je pourrais faire la promotion là, dans mon rôle de conseillère en promo santé? Il y a 2 choses. Dans l'implication des organismes communautaires, il y en a une que Marie-Lou a nommée où il y a certains organismes communautaires qui vont venir animer en milieu scolaire des ateliers Orpis. Ça, c'est une chose, parce que c'est les ateliers du milieu scolaire, c'est le même programme, tout ça. Mais on a énormément de demandes des organismes communautaires qui veulent justement réinvestir les apprentissages qui sont vus à l'école avec du vocabulaire semblable, des images semblables, tout ça, puis faire du pouce sur ce qui est vu à l'école. On est en attente d'une réponse pour une demande de financement qu'on a fait dans ce sens-là. On aimerait beaucoup développer quelque chose pour les milieux communautaires pour qu'ils puissent réinvestir ce qui a été vu à l'école, mais vraiment adapter dans leur milieu. Ce n'est pas encore fait. En ce moment, ce qu'on a des outils d'intervention. Dans le fond, dans le programme d'intervention précoce au secondaire, là, qui est animé en milieu scolaire, ils voient toutes sortes de choses avec les jeunes, puis on a extrait de ce programme-là certains outils qui peuvent être utilisés par les organismes communautaires ou les partenaires externes là, qui n'implantent pas le programme, fait qu'on ne fait pas un programme Orpis, mais on peut se servir de ces outils-là. Donc, ces outils-là sont dans notre coffret bien-être. Là, le lien, je vous l'ai partagé. Mais on a aussi une formation sur l'utilisation de ces outils-là. Donc, si ça peut être intéressant aussi pour certains partenaires ou certains organismes qui aimeraient avoir accès aux fiches, mais avoir comme la formation qui va avec, bien, il y a quelques dates là, qui s'en viennent de cette formation-là où ils peuvent tout simplement s'inscrire. Mais on aimerait ça aller plus loin. Mais là, c'est ça, on est en attente d'un financement pour pouvoir aller plus loin. Puis, on est un peu plus frileux
à l'idée, par exemple, que le programme hors-piste pour les milieux scolaires soit implanté tel quel, par exemple, dans un organisme communautaire, juste parce qu'il y a un risque de dédoublement. On ne veut pas que le jeune vive 2 fois le même atelier, là. Donc, on veut vraiment faire quelque chose qui est plus adapté au milieu communautaire plutôt que juste prendre le programme du scolaire puis l'implanter. Je ne sais pas si ça répond, là. Oui, absolument. Merci beaucoup. Je vais suivre. Karine? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, si je comprends bien, le programme, il est gratuit. L'accompagnement aussi, le soutien aussi, est-ce que c'est pour toute la vie ou genre, est-ce qu'à un moment donné, ça risque de devenir... Parce que là, j'imagine, si de plus en plus vous allez avoir d'écoles, à un moment donné, il faut du personnel aussi pour assurer tout ça. Et puis, le lien avec la gratuité, c'est le fait que, bon, dans les écoles, comme tu le disais tantôt, il y a déjà des programmes qui sont souvent en place, puis des programmes mur à mur comme ça, là, c'est gros à implanter. Et des écoles qui ont déjà des choses mur à mur comme ça, souvent, c'est intéressant de voir les ateliers, le détail de chaque atelier pour pouvoir voir comment on jumelle avec les choses qu'on a déjà. Est-ce qu'on peut avoir accès, sans pour cela s'engager forcément, est-ce qu'on peut avoir accès à tous les ateliers dès le départ pour vous vérifier l'intérêt? C'est une question multiple. Je vais essayer de répondre, là. C'est sûr que le programme reste gratuit parce qu'on en fait notre cheval de bataille. Il est développé avec des fonds publics, puis on veut démocratiser l'accès à ce genre de programme-là. Donc, c'est sûr qu'il va rester gratuit. Présentement, le ministère de la Santé, on l'a vu, là, il l'a même inclus dans son plan d'action. Il est très engagé dans l'accompagnement des écoles à déployer ce programme-là. Donc, à court terme, on n'a pas d'enjeu de soutenir les écoles dans l'accompagnement. Donc, est-ce que ça va être pour toujours? C'est une grande question, mais certainement pour les prochaines années. Il y a quelque chose qui est bien assuré de ce côté-là au niveau de la pérennisation. Puis, peut-être, Nicolas, tu t'en vas là. Mais il y a l'équipe d'accompagnateurs rattachée au CIS de la Montérégie-Centre, mais on travaille avec les directions de santé publique qui ont un rôle aussi dans l'accompagnement des écoles. Donc ça aussi, ça va rester. Fait que, pour moi, il n'y a pas... Tu vois, tu baisses ta main. Je ne sais pas si tu veux rajouter, Nicolas, quelque chose ou c'est là que tu en allais. Ben, en effet, c'est ça. Nous, on accompagne pendant que le 6MC est là, puis que le centre RBC est là, mais on apprend pour être en mesure, après ça, d'aider les écoles à continuer les actions. On ne pourra pas, là, si on pense à toutes les écoles de la région, admettons que c'était appliqué mur à mur partout, c'est sûr qu'on n'aura pas la capacité là, d'accompagner toutes les écoles, mais on va pouvoir quand même là, vous guider, vous donner des suites là, par rapport aux étapes, parce qu'il y a du roulement dans les écoles, donc on veut s'assurer là, que ça puisse être pérennisé. Pour la question d'implantation mur à mur, c'est là où on a l'accompagnement pour voir justement, est-ce que c'est mur à mur, est-ce que c'est une partie, est-ce qu'il y a déjà des choses en place dans l'école, est-ce qu'il faut arrimer les choses. Puis ce travail-là, on le fait avec l'école. Pour avoir accès au matériel, ben là, il y a 2 affaires, parce qu'au primaire, pour le secondaire, c'est un peu différent. Au secondaire, il y a vraiment une formation sur le matériel d'animation qui est accessible. Donc, sur le site web, il y a un calendrier de formation. Donc, si on s'inscrit à cette formation-là, on a accès au matériel, là, il est présenté. Au primaire, dans le fond, la raison pourquoi on a un mot de passe là, puis qu'on ne diffuse pas le matériel, c'est qu'on souhaite que les écoles soient accompagnées. Parce qu'on sait, les données probantes nous démontrent l'importance de cet accompagnement-là. Donc, si les gens tombent sur le site web et ont le matériel, ils n'auront pas le réflexe de demander un accompagnement. Donc, dans notre séquence, on rencontre, on fait une présentation comme ça du programme. Une fois que c'est présenté à un membre de l'école, on lui donne le matériel pour aller mobiliser soit la direction, soit son équipe école. Puis quand l'école nous dit, ben nous, on aimerait ça explorer, on s'assoit avec eux pour explorer, puis on donne accès au matériel. Fait qu'on le fait vraiment avec eux. Mais ça ne l'engage pas, dans le sens où on pourrait très bien s'asseoir, discuter ensemble puis dire, finalement, ça ne sera pas cette année. Ou finalement, cette année, on irait juste avec un atelier équipe école parce qu'on n'a pas les moyens de le déployer. On va le réfléchir à plus long terme. Il y a des écoles qu'on a travaillé ensemble 2 ans de temps avant d'aboutir à une implantation. Donc,
Donc, il y a cette... mais on le fait vraiment avec vous. Je ne sais pas si ça répond. Oui? D'autres questions? Oui, Nicolas. Je pense que j'ai déjà la réponse, mais au niveau là, du volet intervention précoce, est-ce qu'il y a des écoles dans la région qui est allée dans cette direction-là? Ah, ça, c'est plus Marie-Lou qui aurait les données au secondaire, je ne sais pas. Okay, ben, en fait, moi, les dernières données là, que j'avais là, autour du mois de janvier, donc il y a quelques mois, il n'y en avait aucune. Puis là où je voulais aller par rapport à ça, c'est que nous, en santé publique, on a une vocation de prévention-promotion. Donc, on peut pas malheureusement là, accompagner les écoles pour le volet d'intervention précoce. Par contre, si c'est un besoin des écoles, on va les mettre en contact malgré tout là, avec Marie-Lou. Oui, puis l'équipe de Marie-Lou, ils ont vraiment le mandat aussi de créer les liens avec la direction du programme jeunesse. Fait que là, tu sais, je ne suis pas à jour dans leurs liens au niveau de l'Outaouais, là, mais dans toutes les régions, ils tentent d'avoir ce lien-là avec la direction du programme jeunesse pour que quand il y a une école qui veut mettre en place le programme d'intervention précoce, bien, il y a des intervenants du CIUS ou du CIS impliqués qui viennent donner un coup de main à l'école. Souvent, les modèles qu'on voit, puis c'est un peu à géométrie variable d'une région à l'autre, mais souvent, le modèle, c'est les intervenants scolaires vont animer le groupe de jeunes, puis il y a un intervenant du CIS ou du CIUS qui va animer le groupe de parents. Puis là, bien, ils travaillent vraiment en collaboration ensemble, ce qui fait que ça facilite aussi le continuum d'intervention. Si on a un jeune qui a besoin de plus, bien, il est déjà arrimé avec le réseau, ça favorise vraiment ce travail-là de partenariat, là. Donc, c'est ce qu'on tente d'établir. Fait que s'il y a des écoles qui veulent aller de l'avant, l'équipe de Marie-Lou va essayer de faire ces ponts-là pour qu'il y ait quelqu'un de la direction du programme jeunesse qui puisse s'impliquer, là. Marie-Audrey? Oui, salut. J'avais une question par rapport aux outils de réinvestissement. Dans le fond, il y a des outils de réinvestissement auprès des parents, donc ça, c'est bien. Au niveau des gens qui travaillent à l'école, donc parce que si, mettons, moi, Marie-Audrey, psychoéducatrice, je donne l'atelier à un groupe, ben, mes autres collègues qui ont affaire avec ce groupe-là, est-ce qu'il y a une fiche de réinvestissement qui est donnée sur l'atelier que je vais donner à mes autres collègues de travail pour qu'ils puissent eux aussi ben, savoir qu'est-ce qu'ils ont fait comme atelier puis ben, réinvestir dans le fond dans leur cours? Oui, dans le fond, ce qu'on a fait, là, puis c'est vraiment à la demande des milieux, parce que ça se passe pour les autres, mais ça se passe aussi pour, tu sais, parce que les enseignants qui recevaient justement Marie-Audrey, psychoéducatrice, dans leur classe, tu sais, ils imprimaient pas tout l'atelier parce que c'est pas eux qui l'animaient, mais les pistes de réinvestissement étaient sur l'atelier. Fait que ce qu'on a fait, c'est on a fait un cahier de réinvestissement. Fait que le cahier de réinvestissement, on a tout ce qu'ils ont besoin pour réinvestir les apprentissages entre les ateliers. Donc, ça peut être remis à l'enseignant titulaire, mais ça peut être remis aux autres spécialistes aussi. Ça peut être remis au service de garde aussi, qui peuvent utiliser ces pistes-là pour réinvestir le matériel. Donc, c'est comme par niveau scolaire. Puis là-dedans, bien, il y a des pistes de réinvestissement. Il y a aussi une petite partie, parce que dans chaque atelier, il y a comme une petite partie théorique qui est pour l'animateur, qui n'est pas à passer aux élèves, mais juste pour qu'ils comprennent bien c'est quoi le concept. Fait que cette partie-là, il y a les pistes de réinvestissement, il y a le petit défi aussi qu'on lance aux élèves à chaque fois, donc pour qu'ils puissent. Puis il y a les suggestions d'albums jeunesse aussi. Donc ce cahier-là reprend tout ça, là. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui, à votre travail pour l'organisation de cette rencontre. Je le répète, ça n'aurait pas pu avoir lieu sans vous. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Puis, à la prochaine.